Everyone, my name is Maria Jose Romero and I work for EURODAT, the European Network on Debt and Development. Welcome to today's session. It's the second session of the Skilling Up on Climate Finance webinar series. And today we will be discussing how transparent and accessible Et on va discuter de finances accessibles. Nous avons trois invités distingués. Et avant vous, je voudrais partager avec vous quelques petites règles sur comment nous allons fonctionner, qui va nous permettre d'interagir et de bien participer au webinaire. Ça va durer 1h30. La première partie de la session va être enregistrée. L'enregistrement s'arrêtera juste avant les questions et les réponses. Ce sera environ 45 minutes après le début. La deuxième session, vous pouvez l'écouter en français, en anglais ou en espagnol. Vous pouvez sélectionner en bas de l'écran à droite. Vous pouvez poser des questions tout au long de la réunion. Vous avez une case questions-réponses. Il y a des questions qui ont déjà été posées. Les questions que vous écrirez ne pourront pas être traduites. On écoutera également vos questions dans la deuxième partie de la réunion. Donc, si vous voulez parler, prendre la parole et poser une question, vous pouvez lever la main. Vous voyez, vous avez aussi le symbole « lever la main ». Et nous vous céderons la parole. Si vous souhaitez poser votre question en français ou en espagnol, assurez-vous bien d'avoir éteint l'interprétation. Vous devez mettre l'interprétation sur off. Vous devez éteindre l'interprétation. Vous pourrez poser une question finale à la fin. On vous posera une question, à la fin à travers Slido et on vous mettra le QR code à l'écran pour que vous puissiez participer et répondre donc à la question, au test. Les orateurs vont partager leur PowerPoint. Vous aurez, après la réunion, vous aurez leurs emails pour pouvoir leur écrire si vous le souhaitez. La question pour vous, pour la première session, pour cette deuxième session, est-ce que la plupart du financement climatique est fourni à travers, première solution, des prêts, des subventions, ou bien tout autant à travers des prêts qu'à travers des subventions? Donc, vous répondez, s'il vous plaît. Répondez, s'il vous plaît. Nous verrons à la fin ce que vous avez répondu. Formidable. Une grande majorité a répondu que le financement du climat est fourni à travers des prêts. Et vous avez raison. C'est exact. Nous allons maintenant écouter nos orateurs. Chacune de ces personnes aura environ 12 minutes pour nous présenter leur point de vue sur la question d'aujourd'hui. La première personne à prendre la parole sera Carola Mejia. Elle est spécialiste de l'analyse des finances climatiques. Elle travaille à Latindad. C'est une organisation latino-américaine sur les droits Je vous laisserai dire quelques mots sur Latindad, Carola, si vous voulez bien. Carola va nous parler des financements, des mécanismes de financement les plus courants qui sont utilisés par ceux qui fournissent un financement climat.
Carola est une économiste bolivienne. Elle a plus de 13 ans d'expérience comme conseillère et consultante pour les des institutions privées et publiques de coopération internationale. Elle travaille sur des projets environnementaux, la finance climatique, le développement durable en Bolivie, en Amérique latine. Donc, Carola, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup, Maria José. Merci à Rodad pour votre invitation. Je suis heureuse d'être avec vous. Bon après-midi, bonjour et bonsoir, selon où vous vous trouvez. Comme je disais, je travaille pour Latindad. C'est un réseau latino-américain sur la justice socio-économique. Depuis 2 ans, je travaille également sur la justice climatique et je me centre beaucoup sur le financement du climat. C'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Dites-moi si vous le voyez bien. Je vais présenter les finances les mécanismes les plus courants, surtout fournis par le, le public. Peut-être que vous savez déjà ce qui s'est passé depuis la crise climatique. C'est une crise globale qui a demandé un gros effort de la part de tous les pays. C'est la raison pour laquelle la CNUC, c'est un accord fondamental qui est garanti par l'accord de Paris et ratifié par 190 pays. Il y a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est limiter l'augmentation de la température à 2 degrés, ou si possible à 1,5 degré. C'était l'objectif après Glasgow aussi. Il s'agit d'améliorer, de renforcer les capacités d'adaptation des différents pays et mobiliser le financement climat des pays développés vers les pays pauvres et en développement. Ce troisième objectif exige une grande responsabilité. Nous savons tous que les pays du Nord ont une responsabilité historique dans la crise climatique que nous vivons. Et nous savons également que certains pays du Sud sont les plus vulnérables par rapport au changement climatique. Donc, le fait de reconnaître la responsabilité de manière différenciée fait que les pays les plus développés se sont engagés à affronter le changement climatique d'ici à 2023. Et cet objectif de 100 milliards de dollars n'a pas été rempli encore. C'est 100 000 milliards de dollars par an. Il faut arriver aux milliards et non pas des millions, comme ils sont en train d'investir jusqu'à présent. Mais on est très inquiet parce que les objectifs n'ont toujours pas été remplis. Ils n'ont pas rempli leurs engagements. Donc, nous avons encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. À la première session, vous avez écouté ce qu'est le financement climatique. Il n'y a pas de définition unique à ce sujet. C'est un financement. Ce sont des mesures en relation avec l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Il faut augmenter la résilience, développer les pays à se préparer aux changements qui vont encore se produire. Il faut réduire donc l'impact du changement climatique qu'on est déjà en train de souffrir. Il faut aller beaucoup plus loin de la ligne officielle du développement durable. Et les outils déjà utilisés pour le financement du développement n'est pas suffisant. Il faut que ce soit un fonds spécifique pour l'adaptation au changement climatique. Pour l'instant, il n'y a aucun outil particulier consacré seulement à ça, aucun mécanisme prévu pour compenser les pertes et préjudices. On peut dire que chaque pays dépend de s'endetter pour pouvoir lutter contre les événements climatiques extrêmes. Et le financement climatique peut venir, en général, vient d'organismes internationaux, nationaux, sous forme de subventions, d'assistance technique, d'assurance, de paiement en fonction des résultats, de subventions, d'obligations vertes.
Et ça, c'est ce qui serait souhaitable. Je vais vous expliquer un petit peu plus cette architecture. Comme vous voyez, en haut, vous voyez les pays qui financent, qui sont les principaux financeurs. Vous avez la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Japon, la Norvège, la Suède, le Danemark, etc. Ce sont les principaux contributeurs au financement climat. Et les récepteurs sont les pays en développement ou les pays ils reçoivent donc ces ressources à travers des institutions bilatérales comme l'agence allemande, japonaise ou française ou à travers des institutions multilatérales. Et là, vous pouvez voir qu'il y a différents mécanismes. Le mécanisme financier de la CNUC, comme les marchés carbone qui ont été créés dans le cadre du protocole de Kyoto, un protocole qui maintenant va être changé, modifié en fonction des besoins actuels. Et ça va continuer à être un mécanisme très important. En même temps, on a les mécanismes hors du marché qui sont particulièrement des grands fonds comme le Fonds vert pour le climat, les fonds d'adaptation, l'outil global de financement, qui sont tous très importants pour arriver au développement. Et nous avons aussi des mécanismes qui ne dépensent pas de la CNUC. Ça dépend du PNUD, de la FAO et d'autres institutions de l'ONU. Puis, nous avons les banques multilatérales de développement. Elles sont aussi très importantes et vous le voyez avec voyez les exemples comme la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, la Banque africaine de développement, la Banque européenne, et etc. Enfin, vous avez des organismes de mise en œuvre régionale et internationale et à niveau régional et à niveau national. Vous avez le Fonds amazonien qui est très, très important à niveau local. Il reçoit de grandes quantités de financement d'organisations internationales, nationales, publiques et privées. C'est un fonds qui est consacré à, à aider en Amazonie. Je voulais vous montrer également qu'il y a de très nombreuses organisations, organismes qui se consacrent à ceci. Et à part ça, nous avons un financement privé qui va en parallèle aller à tous ces projets. Mais par exemple, les banques multilatérales de développement aident aussi au financement climatique privé. Quels sont les financements, les options de financement prévues par qu'est-ce qui a été mobilisé en 2019? Ce sont des données de l'OCDE. Le flux moyen par an arrive à 79,6 milliards de dollars US. On est en dessous des 100 000 millions par an, comme vous pouvez constater. Les pays les moins avancés, les PMA, reçoivent 15,4 milliards de dollars, c'est 19%. Et vous pouvez voir la distribution entre les différentes régions du monde. L'Asie reçoit 43%, l'Afrique reçoit 26%, l'Amérique reçoit 17% et l'Europe reçoit 4%. Sur les graphiques, vous voyez comment le financement climatique se distribue par projet. Donc, par impact, vous voyez que le financement destiné à l'adaptation représente seulement 25% et l'atténuation représente 64%. C'est très négatif par rapport aux besoins réels des pays les moins avancés, les pays en développement. C'est un problème, ça sera dénoncé à la COP, ça a été dénoncé à la COP 27, 26 et à Glasgow. Les pays se sont engagés à modifier et à consacrer plus à l'adaptation. On voit ensuite, par rapport à la source, on voit que le financement public multilatéral représente 43% et que le public bilatéral représente 36%, ce qui veut dire que le financement du climat public représente 79% du financement. Les crédits export ne sont que 3% et les fonds mobilisés par le privé ne que de 18%. Si on voit cependant
Si on exclut les crédits à l'export, on voit qu'en 2019, les prêts représentaient 71% du financement public pour le climat. C'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup parce que utiliser des prêts, des crédits comme principal outil de financement, ça fait que la dette des pays les plus vulnérables augmente. Ce sont des pays déjà surendettés, donc c'est très inquiétant. Alors que les subventions ne représentent que 27%. Le service de la dette élevée, c'est quelque chose que Eurodat, APMDD, Afrodat et Latindat travaillent beaucoup. Les conséquences du financement pour le climat sur les niveaux de dette créent un cercle vicieux. La crise climatique et la dette créent plus de dettes. Ça fait que ces pays ont moins de latitude budgétaire pour financer les mesures d'atténuation et d'adaptation. Ils ont moins de chances d'obtenir des fonds pour se remettre d'une catastrophe. Ils ont moins de possibilités de financer d'autres besoins, droits et services pour leur population. Les dépenses sociales doivent réduire et les enfants et les femmes sont les plus touchés. Les pays en développement sont de plus en plus de pression pour les inciter à surexploiter leurs ressources naturelles, à avoir plus d'activités extractives qui sont très, très polluantes, comme les hydrocarbures et les mines. Tout ça pour payer le service de leurs dettes. Donc, nous examinons. C'est très difficile à changer parce que le service de la dette doit être garanti et le développement les pays n'accèdent jamais à un développement. De notre côté, une plus grande vulnérabilité climatique implique que le coût de l'emprunt est plus élevé. Ils paient des taux plus élevés dans ces pays. Les taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt sont plus élevés parce que quand il y a des événements extrêmes, climatiques extrêmes, ils sont obligés d'emprunter immédiatement. Cela cause aussi une plus grande volatilité macroéconomique. Cela les soumet à un plus grand risque d'insoutenabilité de la dette et les perspectives de croissance à long terme sont plus faibles. Les pays du Sud paient injustement la dette climatique des pays du Nord. Et en plus, il y a des taux d'intérêt élevés. Notre campagne donc dit qu'il n'y aura pas de justice climatique sans justice de la dette. Ensuite, abordons maintenant les fonds, comme le Fonds vert pour le climat, en anglais FVC, GCF en français. Il offre des subventions, des prêts concessionnels, des garanties, des titres de participation pour atténuer les effets du changement et pour les projets d'adaptation. Il essaie d'équilibrer tous ces outils. Il fait ça en général à travers les organismes nationaux et internationaux accrédités, comme les banques multilatérales de développement, et chaque pays a un point focal. Ils offrent des financements pour des projets micro, moyens et grands, des grands projets. Comme vous voyez, les XS, SM, voyez, en fonction de la quantité, du volume financier qui est concerné. Ce qui est mauvais avec ce genre de financement, c'est qu'ils sont peu efficaces, ils sont très bureaucratiques, ça prend beaucoup de temps pour les obtenir. Entre le moment où on présente un projet et qu'il est approuvé, ça prend beaucoup de temps. Et en 31 mars 2022, il y avait eu 10,2 milliards de dollars qui ont été approuvés pour 192 projets dans 128 pays. Et 2,54 milliards ont réellement été décaissés. Sur ce montant total, 44% sont destinés à l'atténuation et 24% à l'adaptation et 32% à des projets mixtes. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a toujours pas d'équilibre. Le GCF a utilisé comme mécanisme principal pour remettre les fonds destinés au climat qui doivent arriver au pays. 44% devraient arriver à travers des subventions pour rééquilibrer avec les prêts.
qui devrait être 44%. Pardon, Carola, tu n'as plus qu'une minute. Le financement climatique est centralisé et ça fait que les pays en développement ne savent pas quelles sont les sources disponibles, les instruments qui existent. Ils ne connaissent pas les formats, c'est complexe, les procédures sont longues et difficiles, il y a une barrière de la langue. Il manque de qualifications techniques pour préparer des propositions viables sur le plan bancaire. Les obligations vertes, le marché du carbone est peu connu. Ils ont une faible capacité d'emprunt dans les pays pauvres et à revenus intermédiaires. Les mécanismes de coordination sont insuffisants à plusieurs niveaux. Il y a un manque de politique et d'outils spécifiques au financement climatique. Il y a trop d'offres pour l'atténuation, pas assez pour l'adaptation et pas de mécanisme pour financer les pertes et préjudices. Dans le cadre de l'architecture financière mondiale, il faudrait encourager l'utilisation d'instruments qui ne génèrent pas l'endettement en faveur des pays du Sud et les moins avancés. Les prêts ne devraient pas être les principaux instruments pour fournir un financement climatique efficace et équitable. Les pays développés doivent atteindre l'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars par an, qui devrait en fait être plus élevé compte tenu des besoins en financement réel et les multiples défis auxquels on doit faire face. Dans le cadre des négociations sur le climat climatique, les progrès doivent être réalisés dans la mobilisation de ressources financières pour couvrir les pertes et préjudices liés au changement climatique. Davantage de ressources doivent être mobilisées pour l'adaptation. Le financement doit garantir que les projets intègrent une approche de genre et ethnique, tant au niveau de la conception que de la mise en œuvre, parce que la qualité est aussi importante. Il faut faire plus d'efforts pour décarboniser les économies et réduire le financement national et international des activités extractives. Plus particulièrement, le financement il faut plus financer les combustibles fossiles, qui sont l'une des principales causes du changement climatique, comme l'a démontré la science. Et nous n'avons plus que 8 ans. Nous sommes en retard pour atteindre ces objectifs. Il faut que nous soyons plus objectifs, plus ambitieux, et les pays les plus développés doivent remplir leurs engagements et le financement climatique doit être juste. Il faut qu'ils s'assurent que les pays en développement et les moins avancés reçoivent véritablement ces fonds. Merci. Voici 2 documents qui peuvent vous aider à approfondir. Vous y trouverez beaucoup d'informations en rapport avec le financement climatique. Merci beaucoup, Carola. Ça a été formidable de pouvoir t'écouter, écouter tout ce que tu as partagé avec nous, surtout concernant les implications et surtout d'insister sur le fait qu'il faudrait réduire la part des prêts dans le financement. Et la campagne que nous travaillons tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice climatique sans une justice au niveau de la question de la dette. Donc, j'attends avec impatience maintenant la session questions-réponses qui aura lieu tout à l'heure et nous entendrons donc davantage d'informations de la part de Carola. Maintenant, je souhaiterais souhaiter la bienvenue à notre deuxième intervenante. Il s'agit de Berta Argueta. Elle est conseillère principale en matière de finances, climat et de développement chez Germanwatch. Berta Argueta va nous parler de l'accès à la finance climat, les défis émergents en la matière, notamment les questions de transparence, de reporting. Elle parlera également des questions des engagements par rapport au décaissement et nous avons déjà entendu mentionner cette question par Carola. Il est important d'y réfléchir, bien sûr. Berta, comme je l'ai indiqué, est conseillère principale en matière de finances, climat et de développement à Germanwatch. Elle est économiste et co-auteure du rapport 2021 du service consultatif sur le financement du climat intitulé Access to Climate Finance for the Most Vulnerable. C'est un plaisir de vous avoir, Berta, aujourd'hui à nos côtés. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien, toutes et tous. Je vais partager ma présentation maintenant. J'espère que c'est la bonne présentation également. Donc, je vais faire une petite introduction pour commencer sur la question de l'accès à la finance climat. Nous allons d'abord définir l'accès, le statu quo en matière d'accès. Cela se base sur le document mentionné par Maria José, produit par un consortium et par le service consultatif sur le financement du climat. Nous parlerons ensuite, enfin, sur les défis émergents. Ce n'est pas forcément de nouveaux défis, de nouvelles questions, mais ce sont des questions qui se sont renforcées peut-être après la COP26 et qui seront pertinentes pour la prochaine COP qui se tiendra en Égypte en fin d'année. Donc, essentiellement, comme je le disais, cette présentation émane d'un document, celui qui a été mentionné précédemment. Nous avons donc réfléchi à la question de la définition de l'accès. C'est assez complexe. Nous avons découvert les nombreux aspects de cette question. Il faut savoir essentiellement que si vous entendez les conversations au niveau international, les pays en développement ont de plus en plus indiqué que les ressources n'ont pas atteint leur pays, comme c'est indiqué dans les rapports, dans les comptes rendus des pays développés. Donc, tous ces fonds n'ont pas atteint les pays en développement. Il y a tout cet argent qui est censé être disponible et tout le monde se demande où est cet argent. Il s'agit d'un débat qui s'inscrit dans le cadre des initiatives et des débats de la CNUC depuis longtemps, en lien avec l'objectif des 100 milliards et c'est en lien également avec les questions de l'accessibilité, comme vous vous en douterez, aux modalités d'accès à ces ressources par les pays. Plus récemment, cela a été inclus dans le cadre d'une discussion qui a été lancée concernant le nouvel objectif quantifié collectif. Il s'agit d'un point qui est actuellement discuté et il s'agira du nouvel objectif après 2025, une fois que l'objectif des 100 milliards aura pris fin. Donc, au moment de définir l'accès, et nous nous basons également sur une table ronde tenue avec des pays en développement dans le cadre de l'élaboration de ce rapport, et nous avons identifié différents éléments pour cette question de l'aspect. Tout d'abord, nous avons parlé du contenu, donc c'est-à-dire les fonds qui sont disponibles. En effet, vous ne pouvez pas accéder à un fonds qui n'existe pas. Donc, c'est un lien avec le niveau de financement qui est fourni. C'est important pour la question de l'accès. Il doit être en effet suffisant pour satisfaire les besoins et les priorités des plus vulnérables, c'est-à-dire les pays en développement. Si le niveau de financement disponible ne suffit pas à satisfaire ces besoins, alors il y a un problème d'accès. Donc, il s'agit d'une finance basée sur les besoins. C'est une finance qui est évoquée récemment et qui est notamment évoquée dans le cadre du nouvel objectif quantifié collectif. Il faut savoir également si les instruments sont utilisés, s'ils sont adaptés, appropriés. Si les instruments ne sont pas appropriés, qu'ils soient des prêts ou autres, alors cela peut entraîner un problème d'accès. Et ensuite, on a le format. Ce n'est pas en lien avec la disponibilité des fonds, mais avec le format selon lequel les pays développés, les institutions mettent ces fonds à disposition. Et à ce niveau-là, il y a une division, un écart. Ce n'est pas forcément des contradictions, mais des écarts en matière d'opinion, en lien avec l'accent qui doit être mis sur la capacité des pays en développement à accéder à la finance. C'est en lien avec la préparation, l'élaboration de propositions, de projets. Est-ce que ces pays ont la capacité à définir des priorités dans le cadre de leur planification et de leur budgétisation? Est-ce qu'ils ont besoin des standards, des normes fiduciaires de certaines institutions pour accéder au financement? Est-ce qu'ils ont défini les bonnes sauvegardes en la matière, notamment? Voilà, donc il y a toutes ces questions en lien avec les capacités qui doivent être nécessaires pour pouvoir garantir un accès. Et si les pays n'ont pas ces capacités, alors ils ne peuvent pas accéder au fonds. C'est une première vue, une première approche. De l'autre côté, il y a
Une autre manière d'aborder cette question du format, qui n'est pas forcément en lien avec les pays en développement eux-mêmes, mais en lien davantage avec les institutions qui fournissent ces fonds. Par exemple, en l'occurrence, si vous vous souvenez de la photo qu'a montrée Carola sur l'architecture de la finance, alors vous verrez qu'il y a une forte diversité, une forte complexité des institutions financières qui apportent des fonds et chacune est en lien avec des critères spécifiques, des modalités spécifiques et il est difficile de suivre tous ces critères-là. Ensuite, certaines de ces exigences ne sont pas forcément intentionnelles, mais elles sont là et elles favorisent les intermédiaires au lieu de favoriser l'accès direct, c'est-à-dire que les grandes organisations telles que les agences onusiennes, les banques de développement multilatérales disposent de davantage d'accès à ces financements par rapport aux banques nationales ou aux institutions financières nationales dans les pays en développement. Il y a également, disons, des critères d'éligibilité exclusifs. On peut citer par exemple le niveau de revenu, ça n'a rien à voir avec la vulnérabilité au changement climatique. Et donc, votre niveau de revenu va vous rendre parfois moins éligible à certains types de finances telles que les subventions. Et c'est notamment le cas pour les petits États insulaires en développement. Ces pays peuvent avoir des revenus élevés et pas forcément accès à des finances plus concessionnelles. Ensuite, il y a la question de la transparence des processus. Il s'agit d'un point important. Il y a également la flexibilité pour rendre compte des contextes locaux spécifiques. Parfois, les exigences sont si importantes et si strictes qu'elles ne peuvent pas permettre de tenir compte de la spécificité des contextes locaux. Outre tout ceci, il y a la question de la flexibilité, de la reddition de comptes par rapport à la fourniture de ces financements. Et la reddition de comptes porte sur ceux qui fournissent les fonds, mais également par rapport aux communautés qui sont censées être celles qui profitent de ces fonds. Ensuite, il faut indiquer qu'il y a un statu quo en matière d'accès. Les flux de finances climat ne répondent pas aux besoins des pays en développement. Il y a un déséquilibre, un équilibre inapproprié au niveau des instruments et des accents thématiques qui sont définis. Par exemple, davantage d'accents peut être mis sur l'atténuation. Il y a un accès insuffisant à la finance climat internationale, notamment pour les plus vulnérables. Donc, ce sont généralement les pays les plus riches qui en profitent. Parlons maintenant de l'aspect plus qualitatif de cette question spécifique. Si vous vous souviendrez, l'architecture est assez complexe. On a les fonds bilatéraux, les multilatéraux, et il y a également le fonds spécifique tel que le fonds pour le climat de l'ACNUC. Donc, certains fonds sont spécifiques à certains types de canaux. Par exemple, lorsqu'on voit un fonds bilatéral, il faut savoir qu'ils sont souvent caractérisés par une nature discrétionnaire qui manque de transparence. Chaque région va décider sur quel sujet mettre l'accent et ceci va exclure tout le reste, si vous voulez. Ces fonds bilatéraux sont aussi enclins à protéger les intérêts des pays donateurs et leurs objectifs en matière de politique. Il y a également une faible décentralisation de la prise de décision à ce niveau-là. Ça se fait souvent au niveau des bailleurs plutôt qu'au niveau des pays récipiendaires, les pays en développement. Donc, il y a une concentration sur des pays sélectionnés et un accès juste et difficile à obtenir. Ensuite, il y a la question des critères d'éligibilité. La classification des revenus fait que certains pays ne peuvent pas avoir accès à certains types de finances. Ceci fait que la seule chose disponible sont des fonds
à concessionnalité faible, voire nulle. Et les pays concernés sont si endettés qu'ils ne peuvent pas s'en servir pour financer les priorités en matière de lutte contre le changement climatique. Ensuite, s'agissant du mécanisme financier de la CNUC, il existe donc des mandats spécifiques applicables au PMA et au PEID, mais pour les activités d'adaptation, il y a encore beaucoup d'écarts. Cependant, très peu de décentralisation de la prise de décision. Il y a une complexification également des questions. Si vous suivez l'actualité du Fonds vert pour le climat, vous savez quelles sont les lacunes de ce système. Voilà, je vous donne ici quelques informations d'ordre général. Donc, quelles sont les questions, les défis émergents sur la base du statu quo que je viens de vous présenter? Il s'agit des discussions qui se tiennent dans le cadre du nouvel objectif quantifié collectif. Ces débats viennent de se commencer. On a juste tenu une session pour savoir quelles sont les questions importantes pour les pays. Donc, j'ai essayé de faire un résumé rapidement de la direction que ceci prend, même si cela peut avoir tendance à prendre plusieurs directions. S'agissant des aspects qualitatifs de manière spécifique, il y a une pression en faveur de la simplification et de l'harmonisation des procédures pour que tous ces fonds puissent être davantage harmonisés, pour que les pays en développement puissent comprendre les différents critères. Il faut aborder également la question de l'éligibilité. Je mentionnais précédemment la question du niveau de revenu qui peut restreindre l'accès. Ensuite, il y a une poussée, une pression en faveur d'une utilisation de modalités liées à l'accès direct pour que les financements puissent aller directement au niveau national et même au niveau local pour ce qui concerne la société civile. Il y a également la question des liens avec l'augmentation des niveaux d'endettement. Donc, ceci est un lien, bien sûr, avec la finance basée sur les subventions. C'est un sujet difficile à aborder. Il y a la question du soutien en faveur de l'amélioration des capacités pour l'accès à la finance. Et s'agissant des aspects plus quantitatifs, si vous voulez, on parle bien sûr d'un objectif basé sur les besoins, non pas l'objectif des 100 milliards qui était davantage un engagement politique qui venait de nulle part en réalité, mais on est là face à un objectif basé sur les nécessités, sur les priorités des pays en développement. Là-dessus, il faut savoir quelles sont les estimations qu'on utilise, donc ascendantes, descendantes. On a du travail qui a été réalisé par le comité permanent sur la finance, mais beaucoup de travaux doivent encore être faits pour combler certains écarts, notamment en matière d'adaptation. Il y a la question également de la transparence, car en fin de compte, on ne peut pas savoir quel est l'objectif et s'il a été rempli si on ne comprend pas réellement ce qu'on entend par la finance climat. Il faut également avoir une forte reddition de comptes et un reporting fort par rapport à l'objectif. Donc, il faudra avoir tout le débat qui se tient par rapport au cadre de transparence renforcé et voir comment il sera utilisé pour garantir la reddition de comptes par rapport à ce nouveau but, ce nouvel objectif. Ceci est en lien avec une nouvelle discussion qui se tient au niveau du comité permanent sur la finance, en lien avec la définition de la finance climat, car si tout le monde utilise une définition différente de la finance climat, alors c'est compliqué, disons. Donc, il faut faire le lien avec les travaux sur la définition de la finance climat et ceci nous permettra de voir comment nous rendons compte de ce qui a été fourni, à qui et comment. Il faut être en mesure de garantir la transparence en la matière. L'objectif, comme je l'ai dit au tout début de ma présentation, est que les pays développés donnent moins que ce qu'ils affirment dans les rapports. Je vous rends la parole, Maria-José. Merci. Merci beaucoup, Bertha. Merci pour toutes ces informations, Bertha.
Il s'est agi d'une présentation très importante. Dès le début, vous avez parlé des principaux éléments qui définissent l'accès. Vous avez parlé également des points saillants, des débats qui émergent du nouvel objectif quantifié collectif qui émerge après l'objectif 2025. Il est donc très important que nous poursuivions cette conversation tous ensemble. Et pour cela, avant de donner la parole à notre troisième intervenant, je souhaite vous inviter à commencer à poser vos questions dans la section questions-réponses. Vous pouvez également tenir compte des questions qui ont déjà été posées. Il y en a 2 qui ont déjà été posées au niveau de la section questions et réponses et nous souhaitons vous encourager à poser davantage de questions encore. Nous aurons l'opportunité,